Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux un dimanche pour parler de travail. Très beau pied de nez. Alors, comment adapter notre contrat social à la nouvelle réalité du travail? Pourquoi on a décidé de poser cette question aujourd'hui? Disparition du salariat, remplacement des hommes par les robots, fin du travail, etc., etc. Les prophéties catégoriques s'accumulent sur la révolution que le travail est en train de vivre. Si la révolution numérique affecte considérablement le marché du travail, n'est-elle pas une simple révolution technologique parmi tant d'autres? Pourquoi nous fait-elle si peur? Et je pense que ça va se faire réviser ce soir. Peut-on débattre rationnellement de ces effets économiques et sociaux pour moderniser notre code du travail? Bref, comment adapter notre contrat social à la nouvelle réalité du travail? Avant de vous présenter les intervenants, je vais un peu vous expliquer comment se passera cette table ronde. Donc on va commencer avec un échange pendant entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on aura les questions du panel qui est juste ici au premier rang, qui est composé majoritairement d'étudiants. Et enfin, vous aurez, vous, la parole pendant les 20 dernières minutes de ce débat.
Seule contrainte, je vous inviterai à vous lever pour poser vos questions. Une question de scénographie et de caméra, m'a-t-on dit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, donc, comment adapter notre contrat social à la nouvelle réalité du travail, Emmanuel Barbara, qui est juste à ma droite, donc elle est avocat associé et managing partner au cabinet Auguste Debouzy, spécialiste en droit social. Vous intervenez auprès d'entreprises nationales et internationales dans tous les domaines du droit du travail. Et vous êtes aussi enseignante à l'école de droit de Sciences Po et à l'Université de Paris 1. Denis Penel, juste encore plus à droite. Exactement. Donc, Denis Penel, vous êtes directeur général de la World Employment Confederation et vous êtes notamment l'auteur de Travailler pour soi aux éditions du Seuil. Quel avenir pour le travail à l'heure de la révolution individualiste? On précisera un peu plus tard ce terme, révolution individualiste. Et enfin, à ma gauche, Antoine Fouché, vous êtes directeur de cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et vous êtes notamment en charge de la réforme du travail. Plus d'actualité. Voilà. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est sur cette période de transition. Je l'ai énoncé dans mon introduction. On parle d'intelligence artificielle, on parle de slasher, on parle de coworker, on parle d'incubateurs de start-up. Mais en même temps, pour paraphraser notre président de la République, en même temps, on a un marché du travail qui est composé à 88% de personnes sous contrat, donc 82% en CDI. On a un taux de chômage structurel, notamment chez les jeunes, avec plus de 25%. On parle encore de plein emploi. Comment on fait pour adapter notre contrat social et notre modèle social de manière plus générale dans cette période de transition, sans casse sociale, sans violence sociale? Comment on fait pour l'adapter donc à moyen terme? C'est la première question que j'ai à vous poser. Antoine Fouché, vous êtes au cœur de l'actualité avec cette réforme du travail, avec ces ordonnances, et vous devez parler et échanger sur ces sujets toute la journée. Et on aimerait bien avoir votre avis sur le sujet. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je comprends qu'on a un quart d'heure sur ce premier passage, donc je vais essayer de parler quelques minutes et pas plus. C'est une des questions les plus redoutables, les plus difficiles que vous posez, donc je me contenterai d'essayer de dessiner des orientations. La question de l'évolution du travail, elle est d'autant plus actuelle aujourd'hui que les bouleversements prennent un tour et une vitesse qu'on a sans doute rarement connue dans l'histoire économique et sociale récente. Et en plus, elles prennent nos valeurs françaises, où on est plus attaché au droit qu'à l'économie, plus attaché à la politique qu'à l'économie, à rebours, à contre-courant. Et donc ça nous demande une forme d'adaptation à la mondialisation qui est sans doute plus difficile que pour d'autres pays. Et en même temps, la seule manière de la réussir, c'est de rester fidèle à notre histoire et de rester fidèle à notre héritage. Et donc, pour réussir cette adaptation, pour réussir à faire rejoindre le contrat social et les réalités d'évolution du travail, nous, on propose, enfin ce gouvernement propose de faire au moins deux choses. La première, concerne le droit du travail, la deuxième concerne la formation et plus largement le modèle social. La première concerne le droit du travail, parce qu'on avait jusqu'à présent, jusqu'aux ordonnances, même si les choses ont évolué depuis une dizaine d'années, un droit du travail qui a été pensé sur le modèle des 30 Glorieuses, avec un modèle descendant où, au nom de l'égalité, et c'est la valeur de notre contrat social la plus forte en France, et c'est une spécificité française. C'est pas vrai dans les autres pays où l'articulation entre liberté et égalité est différente. Au nom de l'égalité, donc, on avait une même loi s'appliquant dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Parce que la valeur cardinale du droit du travail, comme d'autres droits, c'était l'égalité. On s'est rendu compte que ce modèle-là, lié et donnant le primat de l'égalité sur la liberté et sur d'autres valeurs, nous amenait dans le mur parce que on ne pouvait pas à la fois demander aux entreprises d'être compétitives, c'est-à-dire d'arrêter de licencier, gagner des marchés, gagner des emplois, recruter pour gagner des marchés,
et en même temps appliquer la même norme, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Et donc il faut adapter ça. Il y avait deux manières de faire, une manière néolibérale brutale et une manière fidèle à notre histoire. La manière néolibérale brutale consistait à dire, écoutez, maintenant c'est terminé, c'est l'employeur qui décide dans les entreprises parce que l'économie est notre seule voie de survie. C'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est celui de dire qu'on ne peut plus décider à Paris, que ce soit la négociation entre le MEDEF et les syndicats, ou au Parlement, quelle doit être la bonne norme sociale, comment organiser les relations du travail dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur. C'est dans les entreprises elles-mêmes que les partenaires sociaux doivent eux-mêmes décider de la norme, la manière dont ils s'organisent. Et pourquoi est-ce que ça répond à la nouvelle réalité du travail? Parce que la nouvelle réalité du travail, vous l'avez dit, elle est éclatée. Et comme elle est éclatée, la seule manière de répondre, c'est de faire du sur-mesure, entreprise par entreprise, secteur par secteur, et c'est la philosophie de ces ordonnances. Ça, c'est la première type de réponse. Et la deuxième réponse, rapidement, c'est la formation. Parce que c'est bien joli de dire, écoutez, la mondialisation, la numérisation, la robotisation, la digitalisation, etc., ça va rendre toutes les études, des études convergentes le disent, ça va détruire 10 à 15% des emplois qui existent aujourd'hui, en créer 10 à 15% de nouveaux, mais surtout le chiffre qui est le plus inquiétant là-dedans, ou le plus challenging, pour parler en bon français, c'est que ça va transformer 50% des emplois. Et donc, le droit du travail, à lui tout seul, ne peut pas répondre à ça. Et on ne peut pas dire aux gens, écoutez, pour 10 à 15% d'entre vous, votre job, il n'existera plus dans 10 ans. Pour 50% d'entre vous, votre job, il sera complètement différent et débrouillez-vous. Ça, c'est pas possible. Et la seule manière de transformer ce risque en opportunité, c'est la formation professionnelle. C'est-à-dire de dire, ça va changer, votre job va changer, mais l'État, les partenaires sociaux et dans les entreprises, on va créer de nouveaux droits à la formation professionnelle pour que vous puissiez accompagner ce changement de boulot et avec un boulot différent, un job qui aura évolué, qui nécessitera de nouvelles compétences dans 5 à 10 ans, ces compétences, vous allez les acquérir et vous serez à la pointe de l'innovation. Vous pourrez exercer les jobs qui vont arriver au lieu de les subir. Voilà, donc c'est ça, arriver à avoir un droit du travail beaucoup plus souple, parce que le travail éclaté demande un droit du travail non plus uniforme, mais divers, et pas unilatéral, mais négocié dans les boîtes, et équiper chacun individuellement, avec des droits individuels à la formation, beaucoup plus forts, beaucoup plus accessibles, et beaucoup plus accessible, ça veut dire, j'en termine par là, 5 clics sur un iPhone pour se former demain, c'est ça l'avenir de la formation, pour pouvoir permettre à chacun d'être au rendez-vous du défi de la compétence. Merci. Emmanuel Barbara, sur cette question de période de transition, et notamment, il l'a évoqué, sur la question de la formation. Oui, alors, bonjour. C'est un très bel endroit ici. C'est vrai qu'on est content d'intervenir dans ces lieux du savoir et de la connaissance et qui nous obligent aujourd'hui, il est vrai, à devoir douter probablement sur un certain nombre de points. On vient d'avoir un tableau extrêmement précis et détaillé de ce qu'est ou de ce que serait le monde et l'univers du salariat, c'est-à-dire ce rapport entre l'entreprise et le salarié, où l'on constate à l'évidence qu'il y a un sujet d'obsolescence, à la fois concernant les emplois, c'est-à-dire les jobs, comme on dit, et puis précisément l'impact de toutes ces nouvelles technologies. Mais plus que cela, on comprend que le droit du travail, j'allais dire classique, doivent s'adapter, mais si vous permettez, je voudrais prendre un tout petit peu plus d'élan pour s'interroger sur à quoi ça sert tout ça de vouloir de la sorte, comment dirais-je, vouloir à toute force que l'on puisse éventuellement être adapté ou s'adapter à ce temps qui passe et à ces nouvelles perspectives professionnelles. D'abord, il apparaît que si on a besoin de bouger, c'est-à-dire de changement de point de vue, fondamentalement de point de vue sur ce que travailler veut dire, c'est parce qu'il y a des impacts sur le fait que désormais, et ça c'est une rupture, on parle de transmission, mais là il s'agit d'une rupture fondamentale qui est que
le pacte social par lequel, au travers de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée, vous aviez toutes les sécurités de votre projet personnel pour construire toute une vie, et qui passe non seulement de la sécurité de l'emploi avec le revenu qui s'y rapporte, c'est-à-dire un lien extrêmement fort entre le travail et le revenu, d'une part, mais d'autre part, mieux que ça, toutes les protections non seulement sociales, depuis la santé jusqu'à la retraite, mais encore la capacité d'accéder au logement ainsi qu'au comment dirais-je, au crédit, ne sont sécurisés ou n'étaient sécurisés qu'au travers de ce fameux Graal. Et le problème est que, avec un certain nombre de circonstances qui se sont révélées ces dernières années, dont au premier chef desquelles le surgissement d'un nouveau personnage dans cette affaire qui est le travailleur sur plateforme et qui, qu'on le veuille ou non, est venu bousculer la donne puisqu'on s'est vu que la figure du producteur n'était pas nécessairement celle d'un salarié mais celle d'un pourvoyeur de services, lequel pourvoyeur de services pouvait être à son tour consommateur. Par exemple, Blablacar, Airbnb, où l'on est tour à tour producteur et consommateur. Et mieux que ça, évidemment, le seul sujet qui a absorbé la figure archétypale de ce nouveau personnage qui ne rentre dans aucune case, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur, c'est la figure d'Uber, et éventuellement même de Deliveroo. Donc, très bien, ça on ne va pas faire de droit à 7 minutes, encore qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais fondamentalement, il y a d'autres manières de donner du travail. Or, le problème de donner du travail et d'avoir ce travail et d'accéder à un revenu qui n'est pas nécessairement qualifié de travail, c'est en cela que c'est intéressant. Parce qu'il y a un revenu quand on touche Airbnb, il y a un revenu quand on propose son outil, il y a un revenu quand on... vous savez, les outils, etc., tous les sites, toutes les perspectives de partage, etc. Et Denis sera beaucoup mieux à même que moi de décrire cet univers-là, mais on observe de plus en plus une distorsion entre ce que travailler veut dire à l'ancienne, c'est-à-dire être un CDiste, c'est comme ça qu'on le voit, et puis percevoir des revenus. Et tout l'enjeu, c'est où est-ce que je case et où est-ce que je mets la protection qui fait notre pacte social, qui aujourd'hui finit par être une illusion tant elle est localisée dans ce contrat de travail à durée indéterminée qui, et les données, les statistiques, certes, sont celles encore de 80% de salariés titulaires de contrat de travail, mais la réalité, c'est que le monde du travailleur dit indépendant augmente, et mieux que ça, le CDI en question ne ressemble plus au CDI à l'ancienne, c'est-à-dire 9h, 5h, etc., pendant 30 ans durant. Donc, avec ces caractéristiques-là, il y a évidemment la formation professionnelle qui constitue le vrai moyen de pouvoir bouger, et entre parenthèses, le Code du travail, jusqu'à il y a quelque temps, avait pour objet de donner aux salariés le pouvoir de dire non, c'est-à-dire de rester là où il était et faire son boulot jusqu'à l'éternité, sinon il s'agissait d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui, on explique que le Code du travail est fait, ou plutôt les règles du travail sont faites pour dire oui et pour bouger et pour aller de l'avant. Ça, c'est pour le monde du salariat. Mais maintenant, pour l'autre monde, qui n'est pas rien, il n'est pas rien l'autre monde qui est différent, dont on a tous conscience qu'il existe, mais qui ne rentre dans aucune case, sinon que souvent on le désigne de manière négative, le précariat et autres petits mots joviales. La réalité, c'est que c'est une réalité qui, comble de l'ironie, est recherchée par 91% des personnes à qui on demande s'ils sont contents d'être autonomes et de travailler quand ils veulent, et qui finalement, fondamentalement, constitue une perspective d'avenir. À telle enseigne que le Conseil d'État a rendu un rapport fort intéressant en juillet 2017, par lequel il conclut au fait que le phénomène des plateformes est irrémédiable et irréversible. C'est le Conseil d'État qui le dit, c'est pas juste de chercheurs dans un coin, qui donc constitue probablement la nécessité ou le moteur de devoir modifier et de devoir donner un autre cours au simple Code du travail qui doit désormais appréhender et, j'allais dire, fusionner ce que travailler veut dire en intégrant cette population-là. Et ça pose 1000 questions qui sont en cours qui ne pourront pas être résolues de la seconde à l'autre, mais qui sont tout devant et qui constituent l'avenir. Et donc déjà, psychologiquement, collectivement, il faut se rassurer par le fait que le travail, la représentation schématique que l'on a de ce que travailler veut dire, n'est plus celle qui a été et ne doit plus être celle qui est recherchée à tout prix, et de fait, elle ne l'est plus. Merci beaucoup. Cette question de la plateformisation, vous avez cité Uber, vous avez cité Airbnb, je pense qu'elle est symptomatique de cette période de transition. Et je pense qu'effectivement, Denis Penel sera bien placé pour en parler. Il y a 2 ou 3 mois, les livreurs de chez Deliveroo ont manifesté. Leur principale revendication, une partie, ont manifesté. Leur principale revendication, c'était plus de droits. Et ils demandaient, pour la plupart, à devenir salariés.
Donc c'est hyper intéressant de savoir que ces livreurs qui sont auto-entrepreneurs, qui font partie peut-être de cette case, qui recherchent plus de liberté dans le travail, cette révolution individualiste dont vous parlez, eux, ce qu'ils demandent, c'est être salariés pour avoir plus de droits. Est-ce que c'est pas paradoxal et est-ce que c'est pas justement là le nerf? Comment on fait pour s'adapter à ces nouvelles mutations du travail? Bonsoir. Non, je ne crois pas que ce soit paradoxal. Ce sont les nouveaux impératifs, je dirais, du marché du travail aujourd'hui. C'est comment réconcilier des contraires. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une soif, un appétit pour plus de liberté dans l'exercice de sa vie professionnelle. Et la montée du travail indépendant en France, mais de façon encore plus marquée dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, voire les Pays-Bas, montre qu'aujourd'hui, il y a un appétit, une soif pour être plus autonome, plus libre dans son travail. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite plus de stabilité, de sécurité, parce qu'on est tous... on doit tous bâtir sa vie, acheter un appartement éventuellement. Et donc, on a besoin d'une certaine stabilité. Et c'est un des enjeux du marché du travail aujourd'hui, c'est réconcilier cette soif de liberté avec en même temps un besoin de protection. Le problème, comme l'ont très bien dit à la fois Antoine et Emmanuel, c'est que notre système de protection sociale, aujourd'hui, il a été bâti, il date essentiellement de 1945, sur effectivement le fait que la majorité de la population active avait un emploi salarié en CDI. Voilà. Et donc l'accès à la sécurité sociale, la façon de construire votre retraite, les autres types de bénéfices sociaux sont liés effectivement à ce statut du salariat. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a une certaine fatigue, moi j'appelle ça la grosse fatigue du salariat, parce que quand on parle de salariat aujourd'hui, on parle de bore-out, on parle de burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Le bore-out, c'est quand vous êtes salarié, mais vous vous ennuyez dans votre job parce que vous faites rien d'intéressant et puis vous avez au-dessus de vous un petit chef qui vous casse les pieds. Voilà. Et donc il y a ce salariat qui est quand même basé sur une relation de subordination. Et c'est pas rien la subordination. Ça veut dire légalement, ça veut dire que votre supérieur hiérarchique peut vous donner des ordres, contrôler l'exécution de ces ordres, et si vous ne les avez pas bien exécutés, il peut vous sanctionner. Donc vous n'êtes pas du tout dans une relation de liberté et d'égalité avec votre employeur. Et alors quand vous parlez à des jeunes, on est là, je pense, pour parler de la transmission aujourd'hui, j'imagine que vous avez beaucoup de gens, il y a quand même de tous les âges dans la salle, et il y a des parents notamment, quand vous parlez à vos enfants, et les miens sont dans la salle d'ailleurs, vous leur parlez d'autorité, c'est un concept avec lequel ils ont un peu de mal. Donc je pense que demain, les gens ne pourront plus travailler comme on a travaillé aujourd'hui. Et c'est ce qui a été très bien dit déjà, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui pour nous, c'est une évolution. Mais pour nos enfants, ce sera une révolution du travail. On ne travaillera pas de la même façon au XXIe siècle qu'on travaillait au XXe siècle. Comme au XXe siècle, on ne travaillait pas de la même façon qu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la majorité de la population active était soit indépendante, soit des artisans. Il y avait très peu de salariés, en fait. Et c'est la première révolution industrielle qui a déplacé les actifs des campagnes vers les villes, des champs vers les usines, à travers le salariat. Et à l'époque, qui poussait pour le salariat, c'était pas les individus, c'était les employeurs. C'est les employeurs qui ont inventé la notion de subordination, parce qu'ils avaient besoin de fixer la main-d'œuvre dans des usines pour faire travailler les gens sur des chaînes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est amusant parce qu'on voit que ce sont plutôt les syndicats qui défendent le salariat, alors que voilà, l'origine du salariat, c'est quand même le travail indépendant. Donc, c'est les employeurs. Donc voilà, vous voyez les évolutions. Donc, gardons à l'esprit que le monde du travail change. Il faut adapter effectivement notre code du travail, ce qui a déjà été fait par le gouvernement actuel. Et le deuxième grand sujet pour moi aujourd'hui, c'est d'adapter nos systèmes de protection sociale pour effectivement réconcilier le fait que, eh bien oui, nos enfants sûrement n'auront pas un seul emploi, ne feront pas toute leur carrière dans la même entreprise, ils vont être salariés, ils vont peut-être devenir indépendants, puis redevenir salariés. Donc comment on fait pour rebâtir de la stabilité et de la sécurité dans un monde du travail qui sera, c'est vrai, plus complexe et plus chaotique. Et une dernière chose, et Emmanuel l'a un peu déjà souligné, méfions-nous de la représentation qu'on a de notre marché du travail. Quand on dit, oui, 85% des actifs ont un CDI, c'est vrai, mais ça, c'est la photo. Vous regardez le film, c'est quoi? C'est 90% des embauches en France, 90% sont faites en CDD. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous voulez intégrer le marché du travail, ça passe d'abord par des contrats courts, temporaires, et après vous accédez à un CDI. Et n'oublions pas aussi que nous avons déjà en France 2,3 millions de travailleurs, ce qu'on appelle multi-actifs. Donc ce sont des gens qui ont à la fois un emploi salarié et une activité d'indépendante, ou inversement, ou qui ont plusieurs emplois salariés en même temps. Donc le marché du travail est beaucoup plus protéiforme qu'on ne le pense parfois, et d'où les enjeux auxquels on a à faire face, et notamment, encore une fois, en termes d'accès à la protection sociale. Merci.
vous vouliez réagir, je crois, notamment sur la plateformisation du travail. Oui, très rapidement, parce que ce que vient de dire Denis est fondamental, parce que c'est la plateforme, me semble-t-il, c'est le paradigme de la contradiction dans laquelle on est, puisqu'on a à la fois une volonté, quand je dis on, les actifs, les Français, tous dans la salle, autant que nous sommes, à la fois une volonté de sécurité, parce que la sécurité, c'est la capacité de faire des prêts à la consommation, d'avoir un logement, etc. Mais le prix de la stabilité dans le modèle du salariat, c'est la subordination, et donc éventuellement l'ennui, la stagnation professionnelle, etc. Et l'alternative, l'indépendance, a comme corollaire la précarité ou l'instabilité. Et ce qui est paradigmatique avec les plateformes, c'est que c'est au croisement des deux. Parce que vous avez une forme de sécurité qui est apportée par le fait que si la plateforme marche bien, il y a toujours des clients qui arrivent. Et en même temps, vous êtes dans une forme d'instabilité parce que vous êtes complètement, ou en grande partie, dépendant de la plateforme. Vous devez répondre à un certain nombre de critères que la plateforme a mis en place. Et donc, deux choses par rapport à ça. La première, c'est que, me semble-t-il, la fin du film n'est pas écrite. Et là, je nuancerais peut-être ou compléterais ce que disait Denis. La photo, c'est 86% de personnes en CDI. Ok, mais il y a 30 ans, c'était quoi? C'était 93. Et donc, en 30 ans, on a perdu 7 points. Est-ce que c'est un film qui va très très vite et qui est en train d'emporter l'ensemble du salariat, ou est-ce que c'est une évolution progressive, mais avec la forme CDI qui résiste très fortement? Me semble-t-il, le monde de demain, c'est pas un monde fait que d'indépendants, mais c'est un monde de coexistence de statuts avec le salariat. Mais ça, c'est un peu de la science-fiction, je vous le concède. C'est plus des intuitions qu'on peut avoir en fonction de l'analyse qu'on fait surtout du passé et de l'aspiration des individus au travail. Le salariat restera très fort, lié à l'aspiration à la sécurité, mais on aura de plus en plus d'indépendants. Et surtout, ce qui va changer, c'est le changement entre les statuts. C'est-à-dire qu'on voit mal, dans l'individualisation des rapports au travail, pour reprendre l'expression de Denis, on voit mal les jeunes générations faire toute leur vie dans la même boîte ou au service de l'État, ou etc., etc. Parce que ça correspond pas au nouveau rapport au travail. On voit beaucoup plus les gens passer, devenir fonctionnaires, puis après faire un passage dans le privé, peut-être être indépendants ou créer leur boîte, et puis ensuite devenir salariés quand ils ont besoin d'un peu de sécurité, recréer une boîte, etc., etc. Et ça suppose non pas la fin du salariat, mais la coexistence des statuts. Et la seule manière de répondre à ce défi-là, c'est d'attacher les droits aux individus, et c'est ça le nouveau modèle social. On avait un modèle social qui attachait les droits au statut. Quand vous changez de boîte, vous perdez vos droits, vous perdez votre DIF, vous perdez, quand vous passez de fonctionnaire au privé, vous avez c'est compliqué, disons, sur les droits à la retraite. Même chose dans le sens inverse. Et ce qu'il faut qu'on organise au niveau de l'État, de la sécurité sociale, c'est que, quel que soit l'endroit où vous travaillez, pour la même quantité de travail, vous pouvez acquérir les mêmes droits, ce qui fait que quand vous changez d'endroit, vous changez de statut, ce qui sera la réalité du monde de demain, vous ne perdez rien. On ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas accompagner le désir des gens de changer régulièrement de boulot, de changer régulièrement de statut, et leur dire, écoutez, quand vous changez de statut, vous perdez tout, il faut recommencer à zéro, ou alors vous avez une décote. Et ça va être vraiment, la difficulté principale, me semble-t-il, ça va être évidemment d'accompagner le travail indépendant, mais surtout d'organiser la coexistence des statuts en attachant les droits à la personne, aux gens eux-mêmes, et non pas au statut. Juste un mot. Je trouve que ce point de vue qui vient d'être exprimé là par Antoine est extrêmement important. Il faut considérer que c'est un propos politique, c'est-à-dire que de dire bien benoîtement un dimanche après-midi qu'il s'agit moins évidemment que d'imaginer la fin du salariat, je passe sur les outrances, mais que d'organiser la coexistence, il manque le mot paisible, la coexistence paisible entre le salariat d'une part, notre intuition naturelle, nous autres du 20e, il y a beaucoup de gens peut-être du 21e, mais nous on est encore 20e, donc le salariat d'une part,
Et d'autre part, les autres formes de travail dont je vous rappelle quand même que la Sécu les appelle par la négative, les non-salariés. C'est quand même pas totalement jovial d'être non quelque chose, d'être une négation. Donc peu importe. Et puis alors sinon on les appelait les auto-entrepreneurs, ce qui donne, enfin c'est pas start-up quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que start-up ça fait lumineux, auto-entrepreneur ça fait besogneux. Passons sur les mots. Mais toujours est-il que si modulo la terminologie, et Dieu sait que nous le pouvoir des mots c'est un truc très important, nous sommes très attachés aux mots en France. Eh bien mettons de côté ces mots, mais je vous engage à avoir une réflexion sur la sémantique. Mais si on pouvait donc revaloriser la position relative des autres statuts dits atypiques, des autres activités ou des autres statuts de travail à côté du salariat, eh bien on aura accompli, j'allais dire, l'opération dite de transmission. Après, les petits jeunes d'ici qui ne voient pas du tout de quoi je parle se débrouilleront du reste, mais nous, on aura réussi la transmission, c'est-à-dire de dire c'est bien, et de pas te dire t'es un loser parce que t'es un auto-entrepreneur. C'est bien de faire ce boulot-là et de le reconnaître comme tel. Je vous garantis aujourd'hui, dans mon regard à moi, il faut que je prenne sur moi pour me convaincre que qui n'a pas un CDI n'a pas un vrai boulot. D'un mot. Oui, non, je voulais juste c'est juste enfoncer le clou. Parce qu'effectivement, et c'est vraiment un défaut français, moi je vois un peu ce qui se passe aussi sur les autres marchés du travail en Europe, la spécificité française, c'est d'assimiler automatiquement travail et emploi. Quand on parle du travail, c'est forcément un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire un emploi? C'est avoir un emploi salarié et évidemment en CDI. Et tout ce qui ne rentre pas dans cette case est en France généralement jugé de façon effectivement pas très favorable. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut que l'on fasse. Arrêter de juxtaposer les deux, parce que de plus en plus, les gens vont travailler sans forcément avoir un emploi. Alors je vous annonce aussi que beaucoup d'entre vous, vous travaillez sans forcément vous en rendre compte. Ça s'appelle aussi le travail du consommateur. Quand maintenant vous imprimez vous-même votre billet de train ou votre carte d'embarquement quand vous prenez l'avion, eh bien c'est du travail. Avant, quelqu'un le faisait pour vous. Aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Quand vous avez un compte Facebook et que vous faites un like ou que vous postez une photo, vous faites du travail. Facebook va se servir de vos tâches et va les revendre ce travail. Donc voilà, il y a des multitudes de formes de travail. Et je ne parle même pas du travail domestique et du travail des femmes ou des hommes au foyer qui n'est toujours pas valorisé aujourd'hui. Donc voilà, le travail a plein de formes différentes. Une façon pour le travail de s'exprimer, c'est le travail salarié, très bien, en CDI. Mais il y a une multitude de façons. Et il faut qu'on arrête en France de considérer tout ce qui n'est pas un emploi salarié en CDI est forcément moins bien que le reste. Merci. Pour poursuivre vos propos, je vous invite à regarder ce qu'on appelle le digital labor. C'est ce dont parle Denis Pénel. C'est hyper intéressant de savoir comment nous, effectivement, on travaille sans s'en rendre compte. C'est le digital labor, nouvelle forme de travail. On va passer aux questions du panel. Donc, je ne sais pas dans quel ordre on peut procéder. On va commencer par vous. Très bien. Bonjour. Merci. Ismaël Menouni de l'EDEC. Ma question s'adresse à l'ensemble des intervenants. Donc, comment sommes-nous passés de l'adaptation des réalités du travail au contrat social à l'adaptation du contrat social aux nouvelles réalités du travail? Sommes-nous en train de servir le système que nous avons créé? Merci. Vous avez 2 minutes. En général, on donne 4 heures. Hein. Alors, je vais me lancer. Je pense que la question n'est pas si binaire que ça. Je pense que si on ne fait pas évoluer les deux en même temps, on n'y arrivera pas. Donc, le marché du travail évolue. Il faut que notre contrat social évolue et s'adapte à la nouvelle réalité et inversement. Donc, les deux sont directement liés. Et voilà. Et encore une fois, ne l'oubliez pas, au 19e siècle, quand les premiers travailleurs sont passés des champs dans les usines et sont devenus salariés, c'était la pire forme de travail précaire. Hein, les enfants travailler jusqu'à 10 heures par jour sur des chaînes de montage, et c'était du salariat. On a mis 30, 40, 50 ans pour rendre ce salariat acceptable, pour le doter d'une protection sociale. Mais à l'époque, les gens qui étaient salariés, c'est ceux qui n'avaient pas de compétences, qui n'étaient pas indépendants, qui n'étaient pas des artisans. Donc on voit aujourd'hui une évolution qui est un peu identique avec la montée des auto-entrepreneurs. On est travailleurs indépendants, on ne parle plus d'auto-entrepreneur, je crois que c'est la micro-entreprise d'ailleurs maintenant, voilà. Mais peu importe, voilà. Donc il faut rebâtir un nouveau système, mais ça va prendre du temps. J'espère que ça ira plus vite que pour la précédente révolution industrielle, mais c'est ça l'enjeu, voilà, c'est d'adapter. Mais le monde du travail va changer, et il change déjà, et ça ne sert à rien d'essayer de le freiner, il faut s'adapter.
Quand vous dites adapter le contrat social aux nouvelles formes de travail, à l'évidence, c'est ça, puisque, encore une fois, sinon, c'est l'exclusion. Si vous n'êtes pas, encore une fois, titulaire du CDI, vous n'irez nulle part, et notamment, vous n'aurez pas de logement, pas de voiture et pas de maison. C'est quand même sympa, rien. Donc, si c'est pas ça l'objectif, et ça ne peut pas être ça l'objectif, car nous avons une constitution qui s'engage, que la nation soit protectrice et assure une solidarité, ça veut donc dire qu'il faut faire parvenir tous les autres, tous ceux qui ne sont pas ceux-là, à cette capacité de pouvoir juste bâtir leur vie. Eh bien, comment fait-on? Parce qu'au bout d'un moment, il faut passer à l'acte. Comment fait-on? Il est probable qu'il s'agisse en effet, comme le disait Antoine, de se retrouver dans une situation où l'on décerne des droits à la personne plutôt qu'à l'emploi. Enfin, à l'emploi, je veux dire le contrat de travail. On est d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Il est probable aussi que cela veuille dire que d'une façon ou d'une autre, nous modélisions, si je puis dire, tous nos droits et que nous en fassions une sorte de liste qui serait portable avec le temps qui passe et avec notre activité. En d'autres termes, on aurait d'un côté tout ce qui tourne autour de la protection sociale classique depuis la santé à la retraite, en passant par l'accident du travail, la formation professionnelle, et puis de l'autre, il y aurait d'autres types de droits qu'il faut absolument ouvrir au sens de caractériser pour avoir le sentiment de travailler pour, qui serait une forme de modélisation d'accès à une forme de droit au logement au sens de pas la loi Dallot, mais une sorte de droit au logement, c'est-à-dire de capacité financière et d'épaisseur patrimoniale d'y atteindre, et surtout de ménager une sorte de scoring pour atteindre l'accès au crédit. Parce que si l'accès au crédit est ouvert à tous les types d'actifs, alors on aura probablement avancé d'un pas sérieux vers l'avenir, étant précisé qu'évidemment, ça veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, heureusement, c'est quand même le cas, sauf que c'est autre chose que de demander aux banques de bien vouloir prendre en considération une forme de traduction de comment accéder, encore une fois, au crédit, autrement qu'avec le moyen des bulletins de paye. En fait, en d'autres termes, il faut bâtir un univers dans lequel tout ne tourne pas autour de la figure du bulletin de paye, mais de la figure de l'effort peut-être accompli, de l'accumulation d'expériences. En d'autres termes, dans le temps, de manière schématique, ce qu'il fallait, c'était surtout pas bouger. Aujourd'hui, plus vous bougez, plus vous avez une chance d'être debout et d'avancer, c'est-à-dire la figure du vélo. C'est ça qu'on est en train de mettre en musique. C'est pas facile comme changement parce qu'il est juste à l'opposé. Et la seule bonne nouvelle, c'est que c'est adossé fondamentalement, probablement, au souhait d'autonomie et d'individualisation et de recherche de construction d'une vie de manière customisée par les individus. Bonjour, Paul Roy, étudiant à l'ECP Europe. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'entreprises demandent à leurs employés de la flexibilité dans leur travail afin de répondre à la demande des consommateurs. Comment pourrait-on et comment devrait-on aujourd'hui adapter le contrat social pour que ces employés soient compensés ? Alors, il y a un besoin de flexibilité de la part des entreprises, c'est clair. Dans un environnement qui devient de plus en plus volatile, incertain, vous ne savez pas quel sera votre carnet de commandes dans 3 mois ou 6 mois, les entreprises ont besoin de s'adapter et de devenir flexibles, sinon elles disparaissent. Mais il y a aussi un besoin et un désir de flexibilité qui s'exprime chez les individus, chez les salariés. Alors, c'est pas forcément le même besoin de flexibilité, mais demander à des salariés s'ils veulent travailler de chez eux, s'ils veulent avoir des horaires flexibles pour pouvoir s'adapter selon leurs contraintes personnelles, vous allez avoir 100% de réponses positives, ou quasiment. Donc, il ne faut pas opposer flexibilité pour les entreprises, sécurité pour les travailleurs. L'inverse est vrai, les entreprises ont besoin de sécurité et ce qui a été fait par le gouvernement sur la sécurisation des procédures de licenciement est très important. L'entreprise a besoin d'avoir une sécurité juridique quand elle embauche, quand elle licencie. Elle a besoin d'avoir une sécurité légale, que le cadre fiscal, vous voyez, soit stable pour savoir que les investissements d'aujourd'hui seront taxés de la même façon dans le futur. Évidemment, les individus ont aussi besoin de sécurité. Donc, il n'y a pas d'un côté flexibilité pour les entreprises, sécurité pour les travailleurs, les deux sont vrais, ça marche aussi dans l'autre sens. Et c'est aussi, encore une fois, une des injonctions paradoxales, comme on dit de façon scientifique. Comment on réconcilie, voilà, c'est un oxymore, la flexibilité et la sécurité, mais c'est un sujet essentiel. Mais on ne peut pas opposer les deux, il n'y a pas d'un côté la flexibilité pour les entreprises et la sécurité de l'autre. L'idée, c'est de réconcilier les deux et d'accorder aussi, oui, aux individus de la flexibilité et à l'entreprise de la sécurité. Bonsoir, Lucas Le Sachet, étudiant à l'ESSEC. Est-ce que ça a encore du sens de réfléchir à notre contrat social d'un point de vue purement français, puisque la réalité maintenant du travail, elle est internationale? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer par l'Union européenne ou même faire revivre l'OIT? Est-ce que c'est pas un peu vain ce que vous faites?
OIT, pour rappel, c'est Organisation internationale du travail. Je ne la prends pas pour nous, mais quand même un peu. De quoi répondre. Un peu vain, l'histoire le dira. L'histoire le dira. C'est trop tôt pour le dire. C'est très très difficile. Je vais faire une réponse en même temps. La partie qui fait penser, sentir que c'est pas vain, c'est que le droit du travail, le marché du travail, il y a des bouleversements évidemment mondiaux qui impactent l'ensemble des marchés du travail dans les pays de l'OCDE. Et en même temps, le droit du travail et le marché du travail, c'est des questions nationales parce qu'ils sont imprégnés par une culture. Le rapport au travail n'est pas le même en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Et le droit du travail, du coup, n'est pas le même en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Le droit du travail, c'est le sommet de l'iceberg. Mais derrière, il y a, dans les vieilles nations européennes en tout cas, des siècles et des siècles d'histoire, de rapports sociaux, dont le droit du travail n'intervient qu'en toute fin de course. Et donc, réussir l'adaptation d'un pays à la mondialisation, c'est pas appliquer les recettes des économistes du FMI ou de l'OCDE, qui sont censés être valables pour tous les pays, foutaise. C'est essayer d'adapter le pays avec ses valeurs, son histoire, son héritage à la réalité du monde du travail. Et donc je vais vous donner un exemple type vraiment qui incarne ça pour moi en France, c'est le rapport à l'égalité. Le rapport à l'égalité en France est très fort, il imprègne l'ensemble des rapports sociaux, et ce qui fait qu'on a autant de mal à rendre le contrat de travail flexible, le CDI par exemple, c'est que, me semble-t-il, dès qu'on touche à ça, on fait revivre un imaginaire très fort qui s'ancre dans les siècles d'histoire, où on a vraiment l'impression de revivre le rapport inégalitaire insupportable que la Révolution est censée avoir détruit entre le seigneur et le manant, ou entre le puissant et le faible, ou entre le plus fort et l'assujetti. On est quand même le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi à toucher à ça. Et donc, comment on a fait, nous? Est-ce on s'est dit, bon, bah voilà, tant pis, on va appliquer la recette du FMI en disant, bah voilà, on flexibilise le CDI, point barre, et les Français ont qu'à s'adapter. Non, on n'a pas fait ça, parce que ça ne marche pas, ça n'a pas marché, c'est pas le CPE a échoué, le CNE a échoué, et le CPE bis, si quelqu'un essaye de le faire dans 2 ans, échouera. Dans 2 ans ou plus tard, échouera. Parce qu'il prend en frontal la culture française, et encore une fois, le droit du travail, c'est pas que du droit du travail. Quand on touche au contrat de travail, on touche à autre chose qu'au droit du travail, en fait, en France, dans l'imaginaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait autre chose qui existe, et qui consiste à permettre de négocier plus facilement les conditions de rupture, et avec une validation de l'État. Et c'est l'État qui vient rééquilibrer le rapport de force inégalitaire, imaginaire, entre l'employeur et le salarié dans notre culture française. Et donc, ça fait partie des choses, me semble-t-il, qui fait que on n'a pas eu des torrents de manifestations dans le pays, parce qu'on a tenu compte de l'histoire de notre pays, de notre héritage, et on n'a pas appliqué des recettes internationales censées marcher partout. Et donc, pour répondre à votre question, voilà en quoi c'est pas vain. C'est parce que si on faisait ça au niveau mondial, on n'y arriverait pas, parce qu'au niveau mondial, on ferait les mêmes recettes pour tout le monde, alors qu'il faut tenir compte des environnements nationaux. Et en 30 secondes, pourquoi est-ce que c'est quand même pas un peu vain, et pourquoi est-ce que vous avez raison aussi sur la question, parce que quand on essaye de traiter des sujets comme la responsabilité des grandes entreprises en matière de sous-traitance, c'est très très difficile de faire ça simplement au niveau national ou même au niveau européen. Parce que va-t-il se passer si vous avez une législation nationale? D'abord, pour les grandes entreprises mondiales, elle ne va pas s'appliquer de façon extraterritoriale. Il n'y a que les États-Unis qui arrivent à faire une législation extraterritoriale. Mais nous, Français, même si on a un héritage très fort, on n'arrive pas à faire appliquer nos lois dans l'ensemble du monde entier. Donc c'est très bien de faire un truc pour les 66 millions de Français, mais ça ne s'applique pas pour les 6 milliards qui restent. Et en plus, ça va avoir un effet contre-productif si c'est fait qu'en France, parce que plusieurs grandes entreprises vont se dire « Ouh là là, on va avoir des ennuis, pour rester poli, si on laisse notre siège social en France ».
Et donc, ça fait quoi? Ça fait fuir le business et c'est absolument inefficace pour la responsabilisation. D'où l'idée d'avoir une législation internationale, européenne déjà et internationale. Et là, c'est le rôle de l'OIT. Reste à savoir si on fait de la législation à l'ancienne, façon XXe siècle, avec des normes qu'on doit appliquer, et les pays qui ne les ratifient pas, les normes, n'appliquent pas, et en fait, ça marche pas. Ou alors, on est sur un système de bonnes pratiques, d'incitation, et qui régule beaucoup plus par l'impact médiatique que peut avoir un scandale, une catastrophe, quand une entreprise mondiale ne l'a pas respecté. Merci. Emmanuel Barbara, vous souhaitiez réagir? Oui, juste un mot. Je regardais avec intérêt l'impact de la décision Deliveroo en Grande-Bretagne qui vient d'être rendue par la Cour d'appel, par le tribunal du travail de Londres, sur le point de savoir si Deliveroo était ou pas des travailleurs indépendants. J'ai regardé aussi la même décision du tribunal de Londres rendue le 18 octobre 2016 sur Uber. Donc, s'agissant d'Uber, il s'agissait d'un worker. Un worker, j'insiste, ça n'est pas un salarié. C'est la troisième catégorie. C'est-à-dire que c'est entre un salarié et un self-employed. Donc, ça veut dire que déjà, dans les papiers triomphants en France, c'est pas des salariés. Point numéro 1. Deliveroo, en Angleterre comme en France, a été vu comme un travailleur indépendant. En France, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2017, donc la semaine dernière. Ce que je veux dire par là, c'est que, au travers de cet exemple-là, je suis allée voir un rapport anglais, d'un monsieur Taylor, de juillet 2017, qui est venu faire une analyse sur le thème. Il va falloir que le droit anglais évolue sur la clarification des statuts, etc. Ils en ont 3. Nous, on en a 2. Il y a, dans le fond, l'indépendant, l'auto-entrepreneur, micro-entreprise, et puis il y a le salarié. Eux, ils en ont 3. Ils sont anglais, hein. Le salarié, le worker et le self-employed. Et ils font toute l'analyse. Et c'est drôle parce que j'ai lu ce rapport qui fait 116 pages, en VO en plus, 116 pages dans lequel ils se posent les mêmes questions que nous. Alors, je veux bien... tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous avez raison, en effet, de souligner que nous, on a un rapport, dans le fond, un peu hystérique avec cette histoire de contrat de travail, mais au bout du compte, à peut-être ne pas avoir... Et le gouvernement l'a fait, donc on a brusqué les lignes, donc tout va bien, mais fondamentalement, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au XXIe siècle, les salariés de chez nous, avec cette histoire de bizarre rapport à la représentation de l'inégalité, sont des mineurs. Ce sont des gens qui, par ailleurs, sont des citoyens, votent, etc., ont des enfants, ouvrent un compte bancaire, enfin, font des trucs sérieux. Mais quand ils sont salariés, ils sont des mineurs. Et c'est ce point qu'on a, pendant 20 ans, les 30 dernières années, on a creusé entre nous et les autres, les Européens, sur le thème, en fait, quand tu bouges, tu peux bosser et tu peux créer ta vie. Non, chez nous, non. On a continué à mettre du plâtre, etc., pour faire en sorte que les choses ne bougent pas. Total, notre représentation de l'inégalité nous a mis dans quoi? Dans ce qu'il y a de pire que l'inégalité, c'est-à-dire vraiment, alors là, pour le coup, un fossé entre les uns et les autres. Par conséquent, c'était ce que je voulais dire, c'est que si l'impulsion européenne, notamment, pouvait faire en sorte que l'on ait un peu moins d'hystérie avec ces formes de travail à l'ancienne, peut-être qu'en effet, il faut s'en saisir comme prétexte, étant précisé qu'ils ont beau être anglais, mais ils se posent les mêmes questions que nous sur l'inégalité de statut, etc., entre les uns et les autres. Par conséquent, nous ne sommes pas les seuls au monde à cet égard, et tout le monde tâtonne. Absolument. Je voudrais revenir sur ce que disait Antoine. Je suis d'accord avec lui sur la spécificité nationale. En même temps, c'est vrai, notre marché du travail, il est devenu mondial. Aujourd'hui, un travailleur français peut être en compétition avec un travailleur chinois ou indien. Depuis 1989, la population active mondiale a doublé de par la chute de l'Union soviétique et l'ouverture de la Chine au marché capitaliste. Donc on a une population mondiale qui n'a jamais été aussi large, et effectivement ça crée des nouvelles concurrences entre des travailleurs au niveau national. Donc la spécificité nationale, elle existe, c'est vrai, et d'ailleurs au sein de l'Union européenne, la compétence du droit du travail reste une compétence nationale, donc c'est d'abord aux États membres de définir leur droit du travail. Néanmoins, l'Union européenne travaille quand même sur une sorte de convergence dans le domaine social. Et par exemple, vous avez une directive européenne sur le CDD, sur l'intérim, sur le temps partiel, qui essaie de faire converger nos économies européennes vers un même modèle, ou en tout cas un minimum de règles communes, ce qui est une bonne chose. Et la prochaine étape, effectivement, c'est le niveau mondial. Alors, je vous rassure, l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des thèmes sociaux, est bien active. Alors, on peut dire que c'est
et Antoine connaît bien aussi parce qu'il y a passé beaucoup de temps. C'est une grosse machine, mais à l'avance quand même. C'est un peu le Parlement mondial de la législation sociale. Mais je pense que de plus en plus, on aura besoin, c'est vrai, si ce n'est de règles communes, mais quand même d'une harmonisation commune du marché du travail au niveau mondial, pour que voilà, on se fasse concurrence d'un pays à l'autre, mais en respectant quand même un certain minimum de règles communes pour jouer le même jeu. Je suis Walkins Saint-Val, étudiant à Paris 1. La nouvelle réalité du travail, elle est éclatée. Alors, dans cette dynamique du travail, quelle place pour le revenu d'existence? C'est ça ma question. Pour spécifier un peu la question, peut-être, on voit effectivement qu'il y a deux visions, et ça a notamment été plébiscité par Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle. C'est pour répondre à l'automatisation future du travail, montée de l'intelligence artificielle, mais pas uniquement dans les métiers peu qualifiés. Ça sera aussi le cas, on le voit aux États-Unis. L'avocat, est-ce que l'avocat, parce que le droit, vous êtes mieux placé que moi, le droit américain est beaucoup plus basé sur la jurisprudence, donc peut-être que dans quelques années, les intelligences artificielles pourront remplacer, si c'est qu'un boulot de recherche, les avocats aux États-Unis. Il y a le métier du notariat aussi qui peut être remis en cause par la technologie blockchain. Donc on voit que cette automatisation-là va toucher pas uniquement les métiers peu qualifiés. Et pour répondre à cette menace, entre guillemets, ça dépend comment on la voit, Benoît Hamon et d'autres mettaient en avant ce revenu universel, revenu d'existence, peu importe ici comment on l'appelle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est pas du tout dans les petits papiers du gouvernement. Ah. Faites attention, c'est filmé. Voilà. Là, on attend le scoop, donc... D'accord. Ah, merde. Voilà, donc c'était un peu pour spécifier. Et de l'autre, effectivement, pour terminer, de l'autre, il y a la vision, effectivement, d'un économiste comme Nicolas Bouzou, qui, lui, croit encore au plein emploi, ce qu'il appelle le plein emploi, plein travail, pleine formation. Il prend l'exemple des agriculteurs. Si, à 100 ans, on s'était dit que de passer de 40% d'agriculteurs à 2% aujourd'hui, on aurait tous paniqué, mais au final, on a remplacé ce travail par d'autres travaux. Donc, est-ce que le revenu universel est une solution ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on n'est pas du tout prêt encore aujourd'hui? Mais j'attends votre réponse parce qu'on attend le scoop aussi. Donc je commence alors. Notre analyse, ce serait que si comment dire, ça serait une très très mauvaise nouvelle et une très triste mauvaise nouvelle si on devait mettre en place le revenu d'existence. Pour la raison suivante, c'est que le revenu d'existence signifie que la société n'est pas arrivée à s'organiser pour donner du boulot à tout le monde. Et alors on peut dire c'est pas grave parce que de toute façon il y a après tout s'il y a de quoi vivre, revenu d'existence, on pourra faire autre chose. Mais là pour le coup c'est une question plus philosophique que politique, ou politique au sens philosophique du terme, de philosophie politique. Le travail, le boulot, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi de se sentir utile au collectif auquel on appartient, de se sentir utile à la société. Et c'est l'une des choses qui explique, par exemple, qu'on a dans notre pays, et ça, il y a un rapport au travail qui est encore plus fort dans notre pays que dans d'autres. C'est ce qui explique que beaucoup de personnes qui partent à la retraite ont beaucoup d'activités après, parce qu'il y a des activités associatives. Il y a plein de manières d'être utile et pas forcément d'être salarié, etc. Ce qui renvoie au débat de tout à l'heure sur le travail. Il y a plein de manières de travailler. Mais se dire que on va laisser sur le côté de l'utilité collective 10, 20, 30% de la société, ça serait pas une société. Ça serait la société, ou en tout cas la société la plus injuste dans laquelle on ait jamais vécu, et ça serait sans doute quelque chose d'insupportable à court, moyen terme. Et donc l'alternative, c'est quoi? Parce que ça va pas se faire tout seul. On a l'histoire économique avec nous, bien sûr. Personne n'aurait imaginé qu'il y aurait une translation du monde agricole vers l'industrie et de l'industrie vers les services. Et donc on peut se dire, on peut dormir sur nos deux oreilles, il va y avoir une nouvelle translation, on ne sait pas,
comment ça va se faire, mais ça se fera parce que la société a toujours réussi à réorganiser le travail. Cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que, comme vous le disiez, la robotisation, l'automatisation s'attaque à des emplois qui sont pas simplement les emplois les moins qualifiés. Et d'ailleurs, sur les emplois les moins qualifiés, il y aura au contraire encore beaucoup de boulot, nous disent les études économiques. Et l'intelligence artificielle fait qu'on va aller s'attaquer à des parts de marché du travail, j'allais dire, que traditionnellement réalisées par l'homme. Et on se dit, bon, si on arrive à faire des machines sur des boulots assez compliqués, quelle est la place qui va rester à l'homme? Et là aussi, je pense que la seule réponse, enfin, pas la seule, mais la moins mauvaise, ou la réponse sur laquelle on peut parier sans être trop naïf, c'est la formation. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer certains travaux, mais il faudra des gens pour faire de l'intelligence artificielle, il faudra des gens pour accompagner l'intelligence artificielle, il faudra des gens pour savoir la manier, il faudra des gens pour travailler avec, etc., etc. Et donc, bien sûr, toute la société va pas devenir ingénieur en intelligence artificielle, mais ce qui est sûr, c'est que plus vous êtes formé, plus vous êtes qualifié, et c'est pas qu'une question de diplôme, c'est une question de niveau de diplôme, c'est une question de qualification qui sert à quelque chose, qui forme à un métier. Plus vous avez de chances de trouver votre place sur le marché du travail de demain. Il faut jamais oublier que dans notre société, il n'y a pas de chômage des cadres. Il n'y en a pas. Les cadres sont à moins de 5% au chômage, donc il n'y a pas de chômage des cadres. En revanche, c'est 20 jusqu'à 25% pour les personnes qui sont peu qualifiées. Et donc, donner une chance à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire une qualification longue, ou ceux dont la qualification est devenue obsolète, de se qualifier pour s'adapter à la nouvelle réalité du marché du travail, à la mutation des emplois, c'est ça qu'on doit faire collectivement, et c'est notre défi, et j'en terminerai par là. Tous les pays sont touchés par l'intelligence artificielle, la numérisation, la digitalisation, la robotique, et donc derrière ce mouvement qui touche tous les pays, il y a une nouvelle division internationale du travail. Et la question, c'est est-ce que la France va jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1 dans cette nouvelle division internationale du travail? La seule manière de rester en Ligue 1, c'est la formation professionnelle, c'est-à-dire d'avoir une société hyper compétente. Parce que la mondialisation, c'est une bataille des compétences, et donc il faut absolument, à tous les niveaux de qualification, et ça commence évidemment dans cet amphithéâtre, avoir des personnes les plus qualifiées possibles pour tirer toute la France vers le haut. Sur cette question, pour essayer d'aller en Champions League, pas uniquement viser la Ligue 1. Quoi. Et je voulais revenir sur la fin du travail. Alors, je vais vous donner une bonne nouvelle, comme ça vous passerez un bon dimanche soir. Ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du travail. Et on est tous encore, je crois, beaucoup d'entre nous sommes dans une activité professionnelle. La population active, je l'ai dit, sur les 10 dernières années, au niveau mondial, a augmenté de 600 millions d'individus. Donc, il y a 600 millions de personnes qui sont entrées sur le marché du travail. Notre taux de chômage mondial a diminué entre-temps. Tout ça dans une période, effectivement, d'automatisation et de robotisation. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre robotisation et suppression du travail. Donc moi, je ne crois pas du tout à cette théorie de la fin du travail. Demain, il y aura encore du travail pour tout le monde. Il va falloir s'adapter, évidemment, mais il n'y aura pas de disparition. Vous savez, l'empereur Vespasien, l'empereur romain, déjà avait peur, il y a plus de 2000 ans, que, effectivement, les animaux allaient remplacer, la force des animaux allait remplacer le travail humain. La reine Élisabeth d'Angleterre, la première, pas celle d'aujourd'hui, mais il y a quelques siècles, quand le premier métier à tricoter a été inventé, elle a fait interdire, parce qu'elle avait peur que ça tue les emplois de ses artisans. L'histoire du progrès technologique a toujours créé plus de travail, plus d'emplois qu'il en a détruit. Alors on nous dit, ça oui, mais maintenant c'est différent, ça va plus vite, ça n'a rien à voir, parce que c'est plus des bras qu'on remplace, c'est des cerveaux. La première révolution industrielle, là où la plupart des gens travaillaient, ils travaillaient avec leurs bras. Et les machines remplaçaient des bras. Il n'empêche que si vous regardez les effectifs dans l'industrie textile en Grande-Bretagne au XIXe siècle, avec l'apparition des machines, les effectifs ont été multipliés par 10 ou par 20. Parce que grâce aux machines, le coût d'un vêtement a diminué, donc vous augmentez la demande, les gens achètent plus de produits, et c'est un cercle vertueux qui fait qu'effectivement la demande augmente, donc on emploie plus de gens. Donc voilà, je ne crois pas du tout à cette disparition du travail. Alors sur le thème du revenu universel, je pense qu'il y a deux questions. C'est son montant, si jamais on l'instaure. Est-ce que c'est un montant qui permettra effectivement aux gens d'arrêter complètement de travailler?
Aujourd'hui, ceux qui en parlent, ils disent entre 800 et 1000 euros par mois. Bon, je suis pas sûr que vous arrivez à vivre avec ça. Et la deuxième question, c'est vraiment est-ce qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il s'applique à tout le monde, du plus pauvre au plus riche. Là, vous pouvez vous poser une vraie question d'équité. Est-ce que feu Madame Bettencourt avait besoin d'un revenu universel? Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi une des leçons sur le marché du travail aujourd'hui, c'est que, et moi je suis pas un grand fanat de l'égalité, alors c'est très mal vu, mais je suis beaucoup plus pour l'équité. Je pense qu'il y a des gens, mais ça s'applique dans notre société en général et sur le marché du travail en particulier, qui ont besoin d'être plus aidés que d'autres. Et ces gens-là, il faut les soutenir. Antoine parlait à juste titre de ces 20% de jeunes qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme, en sachant à peine savoir lire et écrire. Voilà, c'est sur ces gens-là qu'il faut investir, parce que c'est eux qui se retrouvent au chômage à la sortie de leurs études qui n'ont pas terminé. Donc ne soyons pas dans l'égalité. Certains se débrouillent très bien sur le marché du travail. Laissons-les se débrouiller, et notamment ces auto-entrepreneurs ou ces travailleurs indépendants qui facturent 1000 euros, 2000 euros la journée. Voilà, ces gens-là, ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Par contre, regardons ceux qui ont le plus besoin. Et alors, il y a un test qui a été fait en Grande-Bretagne sur des SDF. Alors, c'est pas, je crois que c'est 30 SDF, donc c'est pas énorme. Mais la mairie de Londres, voilà, leur a accordé un revenu, on peut l'appeler universel ou minimum de base. On leur a donné 1000 euros pendant 1 an. Et on a regardé au bout d'1 an ce qui était devenu ces 30 SDF. Et bien, plus de la moitié d'entre eux avaient retrouvé un logement et du travail. Donc, vous voyez, on a payé des gens à rien faire, oui, mais ça leur a permis de sortir de la précarité et de se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc, moi, ce que je dis sur le revenu minimum universel, testons-le. Je pense qu'aussi, sur le marché du travail de demain, il va falloir trouver des solutions nouvelles. Donc, testons, essayons, expérimentons, ça marchera pas. Qui dit expérimenter dit évaluer à la fin de l'expérimentation. C'est un truc qu'on ne sait pas très bien faire en France, ça souvent. Mais essayons. Alors, il y a des tests qui se font actuellement au Canada, dans l'Ontario. La Finlande a testé au niveau d'une ville le revenu minimum universel. Regardons ce que ça donne. Encore une fois, pourquoi pas? C'est peut-être une nouvelle solution. Voilà. Avec, pour moi, ce bémol en disant que je ne pense pas qu'il faille que tout le monde ait un même montant, parce qu'il y a certaines personnes, encore une fois, qui ont plus besoin d'être aidées que d'autres. Oui, je suis assez intéressée par cette notion parce que dans le fond, au départ, j'avais réagi comme chacun d'entre nous, probablement dans cette pièce, en fonction de ce qu'on en pense. C'est-à-dire probablement de notre rapport au concept de ce que travailler veut dire, et donc selon qu'on est plus ou moins sensible à l'éloge de la paresse, on est plus ou moins, on se dit, ça nous agace plus ou moins, nous autres du 20e, toujours. Eh bien, je dois admettre avec beaucoup d'humilité qu'à force de travailler sur cette question, de m'y intéresser, non pas j'ai évolué complètement, parce qu'on a quand même ces principes, mais du moins, je suis attendrie. D'abord, je suis attendrie par le fait qu'on parle de plusieurs concepts dans un seul. Donc, voilà. Donc déjà, on ne sait pas de quoi on parle quand on dit revenu universel, revenu d'existence. C'est pas la même chose. C'est pas la même idéologie, puisque c'est quand même extraordinaire que ce soit un concept sur lequel les libéraux, les plus libéraux, farouches, et les plus gauchistes de l'autre côté se retrouvent. Donc c'est quand même intéressant, ne serait-ce que conceptuellement parlant. Je mets de côté cette problématique politique qui est majeure, mais fondamentalement, moi, ce qui m'intéresse dans le concept, c'est ce que travailler veut dire. On recommence. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, travailler? Antoine soulignait à juste titre que le travail, c'est pas uniquement avoir une fiche de paye, etc. C'est d'avoir un sens, c'est de se réaliser, etc. Eh bien, oui, effectivement, mais est-ce que c'est indissociablement lié au bulletin de paye? Enfin, je veux dire, oublions le bulletin, mais à la paye. En d'autres termes, est-ce que n'est pas venu le moment de se dire, fondamentalement, en se regardant que notre communauté nationale, internationale, enfin, en tout cas nationale, voire même notre communauté de communes, là, a besoin de ce que chacun se sente investi de quelque chose, se sente investi d'un rôle, etc., à vocation sociale, en d'autres termes. Ça repose la question de la femme au foyer. Enfin, on dit la femme, c'est générique, mais attention, je ne vais pas avoir d'ennui. Enfin, la personne au foyer, élevant les enfants. C'est pas majeur, cette affaire. Celui qui passe toutes ses nuits à pondre sans fin, sans fond, les 2 années d'histoire de 1804 jusqu'à 1806 de l'histoire de Mongolie extérieure pour Wikipédia, c'est pas du travail, ça? Je veux dire, c'est du boulot quand même. Enfin, je veux dire, ça peut être sans doute un loisir. Moi, je considérerais ça comme un travail. Bref, donc tout est relatif, mais évidemment, ça rapporte pas des masses. Or, ça donne de la valeur. Enfin, tout ça, ça interroge la valeur, la création de valeur, qui c'est qui a droit, le flux financier, etc. Donc, on a besoin de flux financiers et on a besoin de savoir quel est le rôle de l'État dans cette affaire, solidarité ou pas, etc. Ou est-ce que c'est chacun d'entre nous tout seul dans notre coin? Donc, qui paye pourquoi, etc. Donc, ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, qu'il faut creuser. Je trouve que le doute
de ce cher Montaigne est quand même tendance, et que de reconnaître qu'on ne sait pas et que dans le fond on pourrait tâtonner, expérimenter, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas une affaire qui peut susciter désormais, me semble-t-il, le sarcasme pour lequel nous sommes si prompts culturellement sur le thème. Voyons, on va les payer à rien foutre. Voilà, c'est plus complexe que cela. Et d'ailleurs, c'est lié à une question où je crois que le gouvernement aura un rendez-vous plus tôt que le revenu universel. C'est déjà l'assurance chômage pour ceux qui sont pas des salariés, parce que quand même, hein, ça ressemble à ça cette affaire. On va prendre la dernière question du panel. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. J'aurais aimé rebondir au propos de monsieur Fouché par rapport à l'adaptation, à la digitalisation et à l'industrialisation. Est-ce que pour vous, la taxe robot ou alors la taxe intelligence artificielle est une solution à court, moyen ou long terme aux problèmes qui sont posés aujourd'hui dans notre société? On enchaîne les questions un peu dures là. Pour l'ensemble des problèmes de notre société, non. En revanche, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, je vais essayer de généraliser sur la problématique qui a, me semble-t-il, derrière votre question. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à aller chercher la valeur là où elle est créée, parce que avec la mondialisation, c'est aussi une redistribution de la chaîne de valeur, et donc on sait très bien que via des mécanismes d'optimisation fiscale, par exemple, on n'arrive pas à aller saisir la valeur là où elle est créée, et donc ceux qui devraient au hasard, les GAFA, être soumis à davantage de ponctions fiscales, arrivent à y échapper via des montages. Et donc ça, c'est un défi, d'où l'initiative européenne menée par la France là-dessus. Il faut qu'on arrive à rétablir de l'équité fiscale. On parlait d'équité tout à l'heure, de l'équité fiscale entre l'ensemble des entreprises qui créent de la valeur dans notre pays et sur le territoire de l'Union européenne. En revanche, là où il faut être super vigilant, c'est que dès qu'il y a une source de valeur, et notamment l'intelligence artificielle, il ne faut pas non plus se ruer dessus pour la matraquer fiscalement et faire en sorte que tous les créateurs partent de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça repose la question de tout à l'heure de quel est le bon niveau de régulation. Sur la fiscalité, c'est typiquement un sujet où tant qu'on n'arrivera pas, et on commence à y arriver, mais c'est encore insuffisant, tant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord au niveau mondial pour notamment permettre les échanges automatiques des données, par exemple avec les paradis fiscaux dans l'ensemble des pays de l'OCDE, tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, ça sera très compliqué d'avancer. Mais taxer en France alors que ça l'est pas ailleurs, c'est le pire truc qu'on peut faire, parce que ça sert à rien, ça rétablit pas d'équité et ça fait partir tous les créateurs. Denis Pénel, sur cette question de la taxe robot. Peut-être rappeler, taxe robot, juste, c'est taxer l'automatisation du travail, si on grossit un peu. Alors avant de mettre en place la taxe robot, faisons déjà marcher la taxe Tobin sur les transactions financières. Ça me paraîtrait déjà être une meilleure façon de financer notre économie. Mais non, la vraie question, c'est le financement de la protection sociale. C'est ça ce qui est derrière la question. Or, aujourd'hui, c'est vrai, et on vient de le dire, ça vient d'être dit, il y a une déconnexion croissante entre revenus et travail. C'est-à-dire, vous pouvez travailler gratuitement sans être payé, on en a parlé, et en même temps, vous avez des revenus qui tombent qui sont pas forcément liés à votre travail, notamment les prestations sociales. Alors, comment, encore une fois, on essaie de réconcilier ces situations contradictoires? Je pense que de plus en plus, si on a dans la population active une montée des travailleurs indépendants, nos systèmes de protection sociale, qui sont déjà pas très soutenables à long terme financièrement, le seront encore moins. Donc il faut qu'on passe, pour le financement de la protection sociale, d'un système de charges sociales et de cotisations sociales qui sont payées essentiellement par des salariés, sur une généralisation des cotisations, je dirais, ou du financement à l'ensemble de la population, et pas simplement active. Et c'est ce qu'a fait aussi le gouvernement en partie avec l'augmentation de la CSG. Je pense qu'il faut de plus en plus que nos systèmes de protection sociale soient financés par la taxe et non plus par les charges sociales. Ça aura le mérite de faire baisser le coût du travail en France et donc de nous rendre plus compétitifs par rapport à nos pays voisins.
et d'autre part, quelque part, de faire payer des gens qui, aujourd'hui, ne contribuent pas, alors qu'ils devraient, je pense, en partie, notamment, on peut dire les retraités, devraient continuer à payer pour la protection sociale, notamment avec l'allongement de la durée de vie, mais aussi, effectivement, des travailleurs indépendants et les salariés. Donc voilà, il faudrait qu'on pense à de nouvelles façons de financer notre protection sociale pour que ce système, qui est quand même très avantageux et très favorable, encore une fois, à chacun d'entre nous. Donc je pense qu'on est tous là pour essayer de protéger notre protection sociale, mais en même temps, il faut la rendre soutenable à long terme. Et donc, effectivement, en changeant son financement, en allant plus vers de la taxation, effectivement, mais pas forcément sur les robots, mais sur l'ensemble de la population active. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Très bien. Beaucoup d'enthousiasme. Très bien. Je vous rappelle que je vous invite à vous lever quand vous posez vos questions. Merci. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. René Charmasson, j'ai commencé à m'intéresser il y a 20 ans à une activité qui, soi-disant, aujourd'hui est nouvelle, qui est le management de transition, ceci dans un grand cabinet international. J'ai rencontré des centaines de cadres dont beaucoup avaient perdu leur boulot. Et ces centaines de cadres étaient beaucoup plus imaginatifs une fois qu'ils avaient perdu leur boulot sur leur nouvelle relation au travail que quand ils n'en avaient pas. Et ils ont été beaucoup choqués, et moi je le reste 20 ans après, par le fait que toute la négociation sociale se fait avec des gens qui ont un boulot CDI permanent et qui ont naturellement tendance à le protéger, et qu'on ne met pas dans la négociation sociale les gens qui sont exclus du périmètre classique du travail. Merci. Il y a beaucoup de choses derrière votre question. Si je la résume un peu brutalement, je dirais les syndicats défendent les insiders et donc sont les insiders, donc ceux qui sont protégés, et sont incapables de prendre en compte ou prennent très mal en compte les chômeurs et ceux qui sont en CDD ou le travail indépendant. Je dirais pas de non salarié parce que je suis complètement d'accord avec Emmanuel. N'appelons pas quelque chose de négatif, quelque chose qui, enfin par un mot négatif, quelque chose qui a vocation à se développer et qui donne encore plus le sens de travail souvent que le salariat. Deux choses par rapport à ça. Un, c'est plus compliqué parce que je veux pas distribuer les bons ou les mauvais points, mais vous avez des centrales syndicales qui, dans les années récentes, ont fait des choix et ont pris des positions qui sont très en faveur des demandeurs d'emploi et très contre la dualité du travail au prix de ce qui a été appelé par d'autres centrales syndicales, la précarisation du CDI. Un exemple dans les ordonnances. Quand on permet dans les ordonnances de négocier de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus réactive, le salaire, la mobilité géographique et professionnelle et le temps de travail, qu'est-ce qu'on fait? Certaines centrales syndicales diraient on flexibilise le salariat. C'est-à-dire on permet dans une entreprise de s'adapter à la hausse ou à la baisse. Mais quel effet ça a par rapport au marché du travail? C'est que au lieu d'avoir un marché du travail dual où en fait quand il y a un problème dans l'entreprise, on externalise et puis les gens ont qu'à se débrouiller, on internalise la flexibilité. Et en un sens, c'est une manière d'arrêter d'utiliser l'assurance chômage et d'arrêter d'utiliser les protections des outsiders pour les insiders. Et donc c'est une prise de responsabilité. Après, est-ce que certaines centrales syndicales sont les seules à avoir une tendance à défendre leurs adhérents? Je pense que non. Les organisations patronales, certaines peuvent avoir la même tendance. Et surtout, je terminerai par là, ça a supposé que vous ayez en partie raison, parce que je pense que vous avez en partie raison. Du coup, quelle est la conclusion? C'est que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait au moment des ordonnances, et c'est ce qu'on va faire encore plus avec la modernisation de la deuxième partie de la modernisation du modèle social, j'allais dire, sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Parce que encore une fois, la manière la plus puissante ou les deux manières les plus puissantes de faire tomber les barrières entre insider et outsider, c'est d'attacher les droits à la personne.
parce que vous avez les mêmes droits que vous soyez insider ou outsider, si c'est attaché à la personne, et c'est d'investir sur les outsiders par la puissance publique, et c'est le sens du plan d'investissement sans précédent qu'on va faire sur les chômeurs de notre pays, 15 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent. Aucun gouvernement dans l'histoire de la République n'a jamais autant investi sur la formation des chômeurs que ce qu'on va faire. Et donc, voilà, à supposer que vous ayez raison, encore une fois, on en tire les conclusions en attachant les droits à la personne et en investissant massivement sur les outsiders. Mais vous allez voir, et j'en terminerai par là, que certaines centrales syndicales et certaines centrales patronales aussi vont nous accompagner et seront prêts à former, à mettre de l'argent massivement sur la formation des demandeurs d'emploi, et ils nous le diront par la négociation qui s'est ouverte sur la formation professionnelle. Denis Penel, sur cette question. Et je voulais répondre à l'autre partie de votre question qui est l'origine du mal, qui est pourquoi ces cadres sont démotivés et retrouvent de la liberté en dehors de leur ancien emploi. Je pense que là, et là je vais être un peu provocateur vis-à-vis du monde de l'entreprise, mais notamment dans les grandes entreprises, aujourd'hui vous avez une sorte de bureaucratisation du travail où les managers passent plus de temps à faire du reporting qu'à faire exactement le travail pour lequel ils sont demandés. Et il y a des études qui montrent que, c'est une moyenne, hein, mais qu'au niveau européen, les managers passent un tiers de leur temps à faire du reporting, donc à remplir des tableaux Excel qui remontent au siège, ils savent pas très bien à quoi ça sert, mais voilà, pendant ce temps-là, ils font pas leur vrai travail. Et donc, on en revient à cette notion de quête de sens aussi dans le monde du travail, qui est particulièrement forte, là encore, chez les jeunes générations, mais pas seulement, où voilà, quand on est au travail, on a envie de faire quelque chose qui a du sens, on voit à quoi sert son travail, à quoi ça contribue activement, et je pense que ça explique aussi en partie une désaffection vis-à-vis du salariat actuel dans sa pire forme, je dirais. La désaffection vis-à-vis de l'entreprise, de cette entreprise-là, pas de la start-up. La start-up, ça c'est positif, mais c'est la désaffection, c'est ce que Thierry Pech définit dans son ouvrage sur l'insubordination, l'insoumission, en réalité, cette espèce de rébellion contre le travail qui n'a pas de sens. Merci. Prochaine question. Bonjour, Anne Vaucheret, moi je suis DRH depuis presque, je suis rentrée dans les RH en sortant de l'école, consultant, auto-entrepreneur, etc., et toujours dans des groupes internationaux. Je suis un petit peu étonnée à travers vos débats que vous ayez qualifié le CDI comme quelque chose de sécuritaire. Tant du point de vue employé qu'employeur, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. On sait très bien, et je dirais heureusement d'ailleurs, on sait très bien qu'un employeur, quand on veut se séparer de quelqu'un, on peut le faire dans le droit français. Or, ce n'est pas l'image qu'on donne à l'international. Et on est, en tant qu'employeur également aujourd'hui, on souffre d'une désaffection. Je travaille dans des grands groupes cotés, on souffre d'une désaffection et de départs brutaux de salariés qui en ont ras-le-bol, qui ont envie d'aller vivre autre chose, plus de liberté, moins de liberté. Finalement, la sécurité, c'est pas, moi j'ai 3 enfants, c'est pas leur moteur aujourd'hui, la sécurité, ils savent pas ce que c'est finalement. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'au-delà des changements de loi et des évolutions de loi, vous croyez pas qu'en France, on souffre aussi de stéréotypes? Je rejoins monsieur, j'ai aussi fréquenté de par mon métier, puis également en tant qu'utilisateur, les cabinets d'outplacement, de management de transition. En France, on met des étiquettes. On met des étiquettes sur des diplômes, on met des étiquettes sur des statuts, on met des étiquettes sur des temps de travail, et on donne une image qui est fausse de la France. On s'en rend de plus en plus compte, mais comment, au-delà des lois, on peut travailler sur la conduite du changement? En entreprise, on appelle ça la conduite du changement. C'est difficile parce qu'on est avec tous les clivages qu'on a mis en évidence, mais je pense qu'il y a un vrai travail de fond et je ne sais pas comment on peut le changer, mais comment on peut changer la perception des uns des autres pour sortir de tout ça qui ne reflète pas la réalité française finalement. Quand vous parlez de stéréotypes, c'est que précisément vous allez dans ce qu'on a eu de cesse de vous dire ici, c'est que entre la représentation qu'on a de l'inégalité fondamentale à la relation employeur-salarié d'une part, assortie de l'idée que plus je mets des lois, plus je mets de la rustine, plus je vais m'assurer que j'ai de la protection, alors que c'est illusoire. Et la vraie découverte ces dernières années, je dirais ces derniers mois, c'est que on s'est rendu compte que peut-être qu'en allégeant quelque peu le fardeau, toutes ces normes, fondamentalement en lâchant un peu le mort, si je puis dire la bride, en supposant qu'il faille tenir serré l'employeur, la bride, en lâchant la bride avec un peu de bienveillance à l'égard de la notion dite de confiance, eh bien, si ça se trouve, tout le monde pourrait retrouver ses petits, si je puis dire. C'est-à-dire, on s'ébrouerait
du verbe s'ébrouer, véritablement de cette espèce d'illusion délirante selon laquelle l'hystérie législative permet de cornaquer cet employeur fétide aux mauvaises manières funestes, parce que c'est comme ça qu'il est appelé. Non, il est comme ça. Toutes les lois sur le licenciement pour motif économique ont toutes, à l'exception des dernières, j'ai bien dit comme il fallait. Sauf les dernières. À l'évidence, la dernière, a fortiori, on en a suffisamment parlé. Mais toutes les lois, depuis la fameuse loi de modernisation sociale de Mme Guigou en 2001, a comme sous-jacent l'idée que l'employeur, dès lors qu'il a l'idée invraisemblable de vouloir fermer un site pour faire court, eh bien, il faut trouver les moyens de faire en sorte de lui faire revenir sur cette idée et donc de lui rendre la partie infaisable. Et ça participe de stéréotypes, etc. Un employeur qui veut fermer un site, c'est par construction quelque chose de pas net. Et aujourd'hui, on nous dit, écoutez, faut voir, parce qu'il se trouve que peut-être que l'employeur, il a besoin de fermer ces sites-là. On verra bien. Trust and verify, disent les anglo-saxons. Eh bien, nous sommes en train de tester. C'est pas notre genre, parce que nous, quand on s'imagine faire trust et verify, ça se traduit par de la norme et de la contre-norme et de la jurisprudence en embuscade. Donc, on verra bien. Mais fondamentalement, on tient peut-être et vous avez raison, c'est ce ras-le-bol généralisé, et même les salariés qui sont, eux, normalement les titulaires, ou plutôt les bénéficiaires de tout ce bonheur qu'on leur prédit en leur disant si vous avez le CDI, donc vous êtes tranquille, eh bien ils se rendent compte que c'est une illusion. Le prix de tout ça, c'est quoi? On a découvert la souffrance au travail, on a découvert toutes le cauchemar qui était de travailler dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup? Comble de l'ironie, on a développé un discours délétère sur ce que travailler veut dire. Sur ce que le travail est. Le travail, il a une 36e heure qui peut vous sauter à la gueule. Il est pénible, le cas échéant. Au pire, il vous conduit, comme la cigarette, à quelque chose de très dangereux, etc. Donc, on est en train de revenir en arrière. La preuve, c'est que dans l'ordonnance, et ça c'est quelque chose dont on parle très peu dans les ordonnances, on a commué le nom du compte de pénibilité en quelque chose de plus normal, de prévention, etc., en évitant le mot pénible. Vous vous rendez compte, une loi de la République avait désigné comme pénible une activité auquel la population se livrait. Mais enfin, c'est monstrueux. Donc bref, on est en train de revenir un peu en bas, un peu plus bas, et de se dire finalement travailler c'est chouette. À telle enseigne qu'on avait fini par développer l'idée qu'il fallait de l'emploi pour tous et que c'était tout en haut, tout au sommet de ce que voulaient les Français, mais qu'une fois qu'ils avaient l'emploi, ils voulaient plus le travail. Pourquoi? Parce que c'était pénible, etc., etc. Donc, il faut arrêter avec ça. Et je crois qu'il faut renouer avec une vision positive du travail, sortir du bore-out et autres noms anglais pour désigner le fait que c'est chiant et que ça n'a aucun sens et que justement, la subordination, à mon sens, c'est un truc un peu en désuétude. Mais enfin, si on veut se faire plaisir, disons que c'est de la subordination, mais enfin, revue et corrigée façon moderne pour que les personnes aient envie de coopérer avec vous, qu'elles n'aient pas peur de l'avenir, qu'elles n'aient pas peur de démissionner et que tout ça va de l'avant parce que justement l'État, non seulement l'État, mais l'entreprise a fini par prendre conscience que l'enjeu, c'est le mouvement et pas l'enjeu, l'immobilisme. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra se réconcilier déjà avec le travail et ensuite avec une société mobile et qui a des perspectives pour ses enfants. On va prendre la prochaine question. Alors, je suis debout, j'ai le micro, alors je ne sais pas si... Merci. Alors, comme le disait l'un des intervenants en introduction, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je respecte le fait que vous le présentiez. Alors, je reviens sur la question en fait de départ, qui était en intitulé « Comment adapter notre contrat social au regard de la réalité du nouveau monde du travail ?» Alors, adapter et transmettre, j'ai regardé dans un dictionnaire avant de venir, adapter et transmettre ne sont pas très proches. Alors, soit c'est pas comment adapter, mais c'est comment transformer ou casser, si je voulais tirer sur la corde. Je pense que dans le contrat social français, il est vrai, le CDI. Alors peut-être que le CDI, sous la forme selon laquelle il existe aujourd'hui, n'est pas le meilleur. Il y a la retraite, payée de façon solidaire jusqu'à présent, et qui est encore possible de par les pourcentages de personnes en CDI aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, on n'en est pas encore à une révolution de l'auto-entrepreneuriat. D'ailleurs, les conditions ne sont pas extraordinaires. 7% en 30 ans, c'est pas 50%. Et je ne pense pas qu'on va passer à 7% de CDI d'ici à 30 ans. Alors, j'avance un peu. Vous parliez du fait que les personnes qui vivent en France souhaitent avoir un frigidaire, une voiture, un appartement, ou au moins accéder à un appartement, ce que je conçois. Maintenant, on attend aussi d'autres choses, je pense, dans le contrat social français, réellement français, en France, depuis
45, depuis De Gaulle, depuis certaines lois qui ont fait avancer les choses, qui ont rendu moins pénible le travail, parce que oui, il existe, madame, des travaux qui sont réellement pénibles, et on peut indiquer pénibles sur certains des travails qui existent. Je termine, je pense, et je viens avec le terme éloge de la transmission. Je suis intervenu plusieurs fois déjà dans les débats, et notamment sur le premier, comment transmettre et partager le savoir. Je suis enseignant, j'ai une formation relativement correcte, dirons-nous, et j'ai entendu d'autres débats où on parlait de transmission, on parlait comment transmettre la passion, comment transmettre l'écriture, le verbe. Eh bien, plusieurs choses revenaient. De la curiosité, il en faut. Il y en a chez les cadres, chez plein de personnes. Je n'en doute pas qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation actuelle. Je rappelle qu'on a aussi beaucoup de petits chefs. Le burn-out, c'est lié à du harcèlement. Et ça, on n'en a pas parlé. Apparemment, ce n'est pas une première chose. Et je reviendrai sur un autre terme, l'exemplarité. Je fais partie du service public d'une ancienne, quand j'ai intégré, ce n'était pas ma formation de départ, de qualité. J'espérais de qualité. Aujourd'hui, on n'y est pas. Aujourd'hui, on n'y est pas et on ne va pas aller vers ça. Et je pense que dans le contrat social français, qu'on souhaite garder, que les Français souhaitent garder, il y a un service public de qualité. C'est-à-dire des enseignants qui soient reconnus pour le travail fourni. Je rappelle tout de même que si la loi des 35 heures est passée sous feu Madame Aubry, il n'a pas touché les enseignants qui sont toujours sur un statut de 41 heures. Non mais attendez, je termine. Je ne vais pas faire le laïus sur tout. Attendez, on a le droit à 3 minutes, 4 minutes, admettons, ça finit à 6h30. Je laisserai parler dans 2 minutes. Je termine, promis, je termine. Je ne vais pas délayer, et je pense la même chose pour les services de qualité, que ce soit dans les hôpitaux. Évidemment, il est vrai, sur la dernière manifestation qu'il y a lieu, je ne suis pas en position de force, qu'on a été 8 000, 10 000 ou 20 000. Il n'empêche qu'il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont manifesté l'année dernière sous le nom d'un intitulé Loi El Khomri. On sait bien qui l'écrivait au demeurant auparavant. Je reviendrai sur une chose. Le climat... Alors, donc question, comment adapter... Voilà, je pense que la question n'y est pas. Ça n'est pas comment adapter notre contrat social. C'est que restera-t-il du contrat social après une certaine réalité de travail? Et deuxième et dernière chose, est-ce que le climat de confiance, je ne pense pas qu'il viendra avec les gens qui sont ouvriers ou de CSP, de classe socio-professionnelle moins favorisées, avec les dernières démarches, notamment de matière fiscale. On ne va pas revenir en particulier sur l'ISF, mais ça touche un minimum, parce que je ne pense pas, étant chercheur de formation, que toutes les personnes qui seront défiscalisées donneront leur argent pour la recherche, parce que c'est la recherche qui a fait que la France était 5e puissance mondiale, que ce soit dans le nucléaire ou dans la chimie. Je vous remercie. Désolé si j'ai gêné certains. Merci. Sur la question, sur la question de la politique, juste plus. Non, je vais essayer de répondre à la question. Je vous propose une formulation dans l'ensemble de ce que vous avez dit. Que restera-t-il de notre contrat social dans la mondialisation, pour aller vite? Et par rapport à votre politique aussi, je pense que c'était ça aussi la question. Et donc notre politique d'adaptation sauvage, voilà. En quoi justement c'est pas une politique d'adaptation sauvage, et en quoi on essaye de faire vivre le contrat social français, parce que je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, et c'est vraiment quelque chose d'important. Il s'agit pas d'aligner la France sur une doxa néolibérale. Il s'agit d'arriver à nous adapter à la mondialisation, parce que on n'a pas le choix. C'est pas nous Français qui décidons si la mondialisation existe ou n'existe pas. Voilà. Et donc le nier, c'est nous replier sur nous-mêmes et être assurés du déclin. Donc il n'y a pas d'alternative. Il faut que nous nous adaptions. L'alternative, elle est entre s'adapter et se renier, ou s'adapter en restant soi-même. Et ce qu'on essaye de faire, après. Le suffrage universel, dans les années qui viennent, dira si on a convaincu les Français ou pas, mais c'est s'adapter en restant nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans le contrat social français, il y a la promesse d'émancipation individuelle. C'est la République qui, quelle que soit son origine, quelle que soit sa naissance, quels que soient les revenus de ses parents, etc., doit permettre de faire des études et doit permettre d'aller le plus loin possible dans le métier, la profession, le travail qu'on souhaite exercer.
Cette promesse, on arrive depuis, toutes les stats le montrent, je vais pas faire perdre de temps à tout le monde en les recitant, cette promesse, elle est de moins en moins tenue, elle était beaucoup plus vraie dans les années 60, elle est beaucoup moins vraie maintenant. En quoi ce qu'on est en train de faire essaye, on verra si on y arrive, j'aurais pas la prétention de dire on est en train de réhabiliter la promesse. En quoi on essaye de réhabiliter cette promesse républicaine-là? Par la formation professionnelle. Tout à l'heure, on disait, il y a un déterminisme du diplôme. Oui, on est l'un des seuls pays du monde où, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait à 20, 25 ans. D'ailleurs, les gars qui se présentent encore à 50, 55 ans dans leur biographie, ils disent, moi, j'ai fait telle école, il y a 30 ans. On s'en fout complètement parce que ça compte pas du tout 30 ans après. Mais c'est pas grave, on reste dans cette mentalité-là. Comment la formation professionnelle peut réhabiliter la promesse républicaine. Et comment l'apprentissage peut faire ça aussi? De deux manières. Je prends les deux exemples très rapidement. L'apprentissage. On va essayer de développer le plus possible l'apprentissage dans notre pays. Vous allez me dire, non mais l'apprentissage, vous êtes sympa, mais c'est pour ceux qui ne réussissent pas à l'école républicaine, normalement. Et donc c'est le contraire de la promesse républicaine, c'est un pis-aller. Non, parce que ce qu'on va faire sur l'apprentissage, c'est non pas le penser comme il a été pensé jusqu'à présent, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait quand on n'arrive pas à aller en lycée pro ou en lycée général, on va le penser comme une pédagogie alternative. Et on va demander aux branches professionnelles de construire des parcours qui permettent d'aller du CAP au master par l'apprentissage. Et donc l'apprentissage ne sera plus une manière de faire d'autres études qui sont qui n'amènent pas jusqu'en haut du choix, jusqu'à la plus grande liberté de choix. Ça sera une pédagogie alternative qui permettra d'arriver exactement au même endroit que la Sorbonne. Voilà. Exactement au même endroit que la Sorbonne. Alors ça va prendre du temps, mais c'est une transformation culturelle qui permettra, si on y arrive, de réhabiliter la promesse. Et la formation professionnelle, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour les gens qui ont 30, 35, 40, 45 ans, etc. En leur disant, peut-être que vous n'avez pas pu faire l'étude que vous vouliez, vous n'avez pas pu, les compétences que vous avez acquises aujourd'hui, notamment en raison des transformations du marché du travail, deviennent obsolètes, ou en tout cas, elles sont beaucoup moins demandées, et ben, la formation professionnelle va vous donner une deuxième chance de rebondir et de vous réinsérer, ou en tout cas d'avoir une deuxième chance de choisir un métier qui vous plaît. Et c'est exactement ça qu'on est en train de faire, et me semble-t-il, il n'y a pas plus en lien et en connexion avec la promesse républicaine, y compris façon Troisième République, que ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'apprentissage et la formation professionnelle. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à M. Fouché. Dans le cas des futurs démissionnaires, dans le cadre des futurs démissionnaires, il est admis, enfin, dans l'évolution de la loi, il serait indemnisé à condition d'avoir un projet. Et donc, quel serait le type ou catégorie de projet qui serait validé, et aussi quels seraient les projets qui ne seraient pas acceptés? Et de façon plus générale, qu'est-ce que vous conseillerez, et là je m'adresse à vos trois intervenants, qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui? Quelle orientation conseillerez-vous à un jeune aujourd'hui? On va commencer par la deuxième partie de la question. L'orientation, je ne sais pas quelle orientation. Ok. On va commencer par Je vous remercie de votre question parce que ça va me permettre de répondre à la petite perche que Barbara m'a tendue tout à l'heure. Emmanuel, pardon. Excuse-moi. Que Emmanuel m'a tendu tout à l'heure sur votre assurance chômage pour les démissionnaires, c'est bien un revenu universel. Ou un revenu d'existence. Non, ou alors ça a appelé la clarification. Bon, je vais répondre à votre question. Pourquoi est-ce que le président de la République a souhaité que, évidemment, il y ait un projet derrière la capacité de bénéficier de l'assurance chômage quand on démissionne? Mais justement parce que c'est pas un revenu d'existence et que la philosophie qui est derrière ces nouveaux droits à l'assurance chômage et qui seront mis en œuvre dans les mois qui viennent, c'est que on ne peut pas à la fois dire aux gens
Bah, vous savez, la mondialisation, c'est difficile, il faut changer souvent de boulot, et on ne peut pas répondre aux gens sur leurs demandes, aux actifs, leur demande de changer régulièrement de travail, sans les équiper, sans créer des droits, là aussi, qui correspondent au nouveau marché du travail. Et les gens, les personnes, les actifs changeant régulièrement de travail, d'emploi, de statut, il faut évidemment qu'on les sécurise dans ces transitions. D'où l'idée d'ouvrir les droits à l'assurance chômage aux démissionnaires pour accompagner un projet. Et c'est en ça que c'est fondamentalement différent du revenu d'existence. Le revenu d'existence, c'est l'idée qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur le marché du travail. Et donc, comme il n'y a pas assez de place, on ne va pas vous laisser tout seul sur le bord de la route. On va vous donner de quoi vivre à minima. L'ouverture des droits à l'assurance chômage aux démissionnaires, c'est exactement le contraire. Nous sommes dans une société mobile. On sait très bien qu'il va falloir changer de boulot très régulièrement. Et donc, pour vous accompagner dans la construction du projet professionnel, on crée de nouveaux droits qui sont des droits de transition, des droits entre deux statuts, entre deux jobs, entre deux entreprises, par exemple. Et donc, voilà pourquoi il y a un projet. Maintenant, vous dire quel type de projet sera validant, quel type ne le sera pas, ça, c'est la concertation qui permettra de le dire. Et évidemment, c'est parce que c'est une question qui est très difficile, et c'est évidemment pas moi tout seul qui vais y répondre. On en discutera avec les partenaires sociaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un projet, parce que oui, c'est pas des droits qui sont là simplement pour accompagner un État à un moment donné, mais qui permettent de rebondir dans un marché du travail de plus en plus exigeant. Merci. Denis Penel, sur cette question. Alors, sur la deuxième partie de la question, sur la première, je pense que la réponse a été très claire d'Antoine. Quel conseil donner à des jeunes qui veulent s'orienter? Alors, je pense qu'il y a autant d'orientations qu'il y a de jeunes, parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment faire de sa passion son travail. Et je pense que c'est ce que tout le monde on aimerait pouvoir faire dans notre vie. Le jour où votre travail, c'est votre passion, vous n'avez plus le sentiment de travailler. Donc moi, je conseille vraiment aux jeunes de regarder où sont leurs talents. Et un talent, c'est quoi en fait? C'est qu'est-ce que vous faites avec facilité? Qu'est-ce que vous aimez faire? Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, parce qu'un talent, ça se travaille. Mais regardez vraiment là où sont vos forces, vos capacités, ce que vous aimez faire. Je pense que c'est très important, parce que si demain, voilà, on fait chacun dans notre vie professionnelle quelque chose que l'on aime faire et dans lequel on s'accomplit, on s'épanouit, le travail ne sera plus du tout pénible et on quittera cette vision doloriste et pénible du travail et les gens pourront comme ça s'accomplir dans leur travail. Et puis deuxième remarque, peut-être pour reparler de la transmission, et je citerai de façon très prétentieuse Aragon, là, mais Aragon disait « Souvenons-nous du futur ». Et je pense que c'est ça ce qu'on essaie tous de faire aujourd'hui, c'est de préparer le marché du travail de demain, préparer nos enfants au marché du travail de demain, qui sera différent d'aujourd'hui. Alors oui, il y a les acquis sociaux, oui, il faut qu'on préserve notre modèle social ou notre contrat social, mais il faut aussi l'adapter. Et encore une fois, je rappelle, on est au plein cœur d'une révolution industrielle. Le marché du travail du 21e siècle sera différent du 20e siècle. Il faut qu'on repense nos systèmes de sécurité et de protection sociale, mais ça passera par des solutions nouvelles. On ne résoudra pas les problèmes du 21e siècle avec des solutions inventées au 20e siècle, voire en 1945, au sortir d'une Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Très belle conclusion, très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux étudiants du panel qui ont posé les questions. Merci à vous d'être venus. Merci à Antoine Fouché, Emmanuel Barbara et Denis Penel d'avoir répondu à nos questions. Et j'ai pas eu le temps, avant que vous le leviez, j'ai pas eu l'occasion, c'est de ma faute, de dire qui j'étais quand même et pour qui je travaillais. Donc je travaille pour le média Uzbek Erika, le média qui explore le futur en ligne. C'est un média gratuit et tous les trimestres en kiosque. Et notre ligne éditoriale, c'est de s'interroger sur les grands enjeux du futur. Donc ce souvenir du futur, c'est en plein dans ce que fait Uzbek Erika. Merci beaucoup.